Bonjour, une évaluation réalisée avec l'outil Cuisinière développé par le réseau Canopé sur le thème des obligations précontractuelles, c'est-à-dire les négociations qui se passent entre co-contractants, futurs co-contractants, avant de signer le contrat. La première vidéo qui vous était proposée soulevait un peu les tensions qui existent entre la réticence de l'ESIV et l'obligation d'information. Réticence de l'ESIV, nous allons voir, c'est le mensonge. Obligation d'information, c'est l'obligation de communiquer tous les éléments déterminants pour contractualiser. Première question posée sur la réticence de l'ESIV, qu'est-ce donc? On l'a vu, c'est l'omission de communiquer une information nécessaire. Attention, on aurait plus tendance à mettre mentir. Mentir, c'est le dol, ce n'est pas donc la réticence de l'ESIV. La question 2 portait cette fois au niveau de l'obligation d'information à la charge de la partie qui vend. L'obligation d'information concerne bien sûr tous les éléments déterminants à la contractualisation, excepté la valeur. On peut supposer que la valeur est forcément connue du co-contractant s'il veut mener à bout sa négociation. Et donc, la question 3 posait le problème soulevé justement entre la réticence de l'ESIV et l'obligation d'information. D'ailleurs, vous pouviez aussi bien enregistrer votre réponse avec votre smartphone, avec un fichier MP3, ou l'écrire. Vous avez le choix. En clair, la réticence de l'ESIV fait que on ne peut pas omettre un élément déterminant, et l'obligation d'information nous oblige à tout dire, excepté la valeur. Donc, si on veut être en conformité avec l'obligation d'information, on peut parler de tout, et on peut très bien omettre la valeur. En revanche, le fait d'omettre la valeur peut être sous le coup justement d'une réticence de l'ESIV. On a omis de donner un élément du contrat. Donc vous voyez, voilà cette tension qui peut exister entre ces deux points. C'était ce qu'il fallait présenter. La partie mise en application de cette évaluation portait sur un petit cas pratique. Guy, qui est propriétaire d'une surface d'hypermarché, décide de vendre son fonds de commerce. Et dans son acte de vente ou dans sa présentation du fonds de commerce, il n'a pas cru bon d'informer les nouveaux acquéreurs qu'une nouvelle norme obligera à fermer les présentoirs frigorifiques. En fait, vous connaissez tous les présentoirs de produits frais des rayonnages. Vous avez vu que dans certains hypermarchés, ils peuvent être soit en plein air, enfin ouverts en tous les cas, soit dans d'autres, derrière des portes vitrées. Donc d'ici 2020, tous les présentoirs frigorifiques devraient être derrière des portes vitrées. Et les acquéreurs se sont aperçus de cette obligation une fois que le contrat a été signé, et vu les métrages linéaires, ils pensent que cette charge est importante et ils se posent la question, comment remettre en cause ce contrat? Donc la question était sur quelles règles de droit les époux peuvent-ils mettre en cause la validité de leur contrat. Deux vices de consentement peuvent être évoqués. Le premier, c'est l'erreur. L'erreur, on peut dire, quand l'une des parties se trompe soit sur la personne du co-contractant ou alors sur les qualités substantielles de la chose. Là, en l'espèce, effectivement, il y a des caractéristiques essentielles de l'objet, donc le fait qu'on n'était pas au courant des différents investissements qu'il faudrait faire pour se mettre en conformité. La deuxième règle de droit qui peut être possible, concerne le dol. Le dol est considéré comme des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'autre partie dans le but d'atteindre un consentement. Le dol, ça voudrait dire que le vendeur a utilisé de stratégie ou au moins de réticence de l'ESIV, c'est-à-dire qu'il n'a pas communiqué cette mise en conformité. Quelle est la solution la plus appropriée? Quoi conseiller à ces époux justement pour essayer de remettre en cause la validité du contrat? Donc, première chose, on va voir, c'est le dol. On a vu que le dol, c'est des manœuvres frauduleuses. La question est, est-ce que le vendeur, Guy, a utilisé des manœuvres frauduleuses, en tous les cas, une réticence de l'ESIV, en omettant des informations essentielles? Si on regarde quand même, on regarde le cas pratique, on voit bien que la mise en conformité doit être d'ici 2020. Donc le problème, ce n'est pas que le commerce n'est pas déjà en conformité, c'est-à-dire que c'est pas un problème au niveau du commerce, c'est au niveau d'une perspective. Donc ça sera difficile de prouver que Guy a utilisé donc de manœuvres pour contractualiser. En revanche, l'erreur peut être une piste plus intéressante. Pourquoi? On voit bien que les époux étaient bien commerçants, mais ils étaient commerçants dans l'habillement. Ce qui veut dire que, effectivement, ils ne sont pas forcément au fait des différentes
solution proposée pour la conservation des produits frais. Reste à savoir justement si cette erreur peut être retenue, ça sera la décision du juge. En fait, savoir si elle a un caractère inexcusable, savoir si cette erreur est déterminante au niveau du consentement et du contrat. Ça sera le juge qui va... La dernière partie de cette évaluation, cette partie qui concerne l'analyse, on voit bien que là, on est dans le cas d'un arrêt de la Cour de cassation. Il faut remarquer tout de suite au niveau de la structure que cet arrêt de la Cour de cassation démarre par un visa, l'article 1116 du Code civil. Donc dès que nous avons un visa, ça veut dire que la Haute Cour s'appuie sur un nouvel article pour casser et annuler. Et donc, la structure est intéressante. La structure, on l'a toujours en 3 parties. La première partie, le premier attendu, rappelle des faits. Le deuxième attendu rappelle les arguments de la Cour d'appel. Une fois que vous savez ça, c'est bien plus facile pour arriver à en faire synthèse. Et après, cette troisième attendu que symbolise la décision et la motivation de la Cour de cassation. Alors, dans l'idée, il fallait bien le lire quand même. Il avait l'air simple, mais il fallait pas se tromper parce que comme il est anonymé, on parle de Madame Y, on parle de Monsieur Z, on parle de photographie de X. Donc en résumé, au niveau des faits, Madame Y a vendu des photographies à Monsieur Z, des photographies de Monsieur X, une première fois aux enchères, puis comme on en avait d'autres, Madame Y a recherché Monsieur Z pour lui vendre une deuxième série de photos. Monsieur Z a tout à fait accepté, et elle s'est aperçue, une fois qu'elle avait vendu une deuxième fois ces photos, que en fait, les photos qu'elle vendait avaient beaucoup plus de valeur qu'elle ne le pensait, et que Monsieur Z, l'acquéreur, connaissait cette valeur. Donc, vous voyez bien le problème qui est soulevé par Madame Y. Le problème qui est soulevé par Madame Y, c'est celui-ci, c'est la nullité des ventes pour dol. En fait, voilà, elle pense que Monsieur Z, acquéreur, peut être poursuivi pour dol ou pour réticence dolosive pour avoir rien dit sur sa connaissance de la notoriété des photos qu'il avait acquises. Donc, les faits sont clairs. Et quel est le problème de droit posé? C'est-à-dire le problème de droit posé, c'est est-ce que, en fait, Monsieur Z, qui est l'acheteur, donc est-ce qu'un acheteur, connaissant la valeur de certaines choses, peut lui-même être poursuivi pour réticence dolosive? C'est-à-dire que Monsieur Z, l'acquéreur, connaissait la valeur des photos qui ont été achetées, et bien sûr, il n'a rien dit pour faire une bonne affaire. Donc la question, le problème de droit, est-ce que un co-contractant acheteur peut être poursuivi pour réticence dolosive? Et vous voyez bien que là-dessus, la réponse de la Haute Cour a été très claire, c'est-à-dire que la réticence dolosive peut être imputée au vendeur et non à l'acheteur. C'est-à-dire que l'obligation d'information ou l'interdiction de réticence dolosive est imputée au vendeur et non à l'acheteur. Monsieur étant l'acheteur, il n'était pas dans l'obligation de prévenir l'acheteur qu'il était en train de faire une bonne affaire et que les photos concernées valaient bien plus cher. Ça veut dire que là, Monsieur Z a fait une bonne affaire.